C'est bon, c'est lancé, nous sommes en direct là. Bon, je pense qu'on est tous en direct maintenant. Après multi opérations pour essayer de revenir au direct. Nous nous excusons encore une fois pour les désagréments qu'il y a pu avoir concernant les problèmes techniques. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais demander aux intervenants de se présenter rapidement parce qu'on a perdu beaucoup de temps. On va commencer par Baudouin. Oui, merci. Je suis Baudouin Yapo, juge de formation et militant du HDP, élu en 2021 suppléant au directeur d'Azagué. Merci. Merci bien, Baudouin. Kevin. Je suis Kevin Niang, connu sous le pseudonyme du politologue, la langue autorisée pour labourer les consciences. Je suis directeur général de l'entreprise Touche Finale, agence conseil en communication visuelle et publicitaire. Conseiller aussi en communication politique. Merci bien. Alors, Régis, nous te laissons te présenter. Moi, c'est Régis Blanc, chargé de communication dans une entreprise de la plante. Merci bien, Régis. Lucas. Moi, c'est Lucas Legré, joueur de formation. Et pour le moment, je travaille sur le projet. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va aller très rapidement. Moi, je suis Franck Akabé, et donc vous êtes sur la plateforme Place au Débat, qui est une plateforme qui permet à la jeunesse justement de prendre la parole et de pouvoir discuter des sujets aussi bien politiques que des sujets sociétaux. Alors, aujourd'hui, on va traiter du sujet de Laurent Gbagbo, démocrate ou dictateur. Quel est l'avenir après la CPI? Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va faire un tour de table rapide pour essayer de demander à chacun de vous de pouvoir nous décrire ou nous dire quelle image il a du personnage de Laurent Gbagbo. On va commencer par Baudouin. Écoutez, merci beaucoup, mon frère Franck Akebe. C'est Akebe, je pense que je ne me trompe pas. Akebe, bon, vas-y. Akebe, merci bien, merci monsieur le modérateur. Ben, écoutez, ce sujet que nous avons soumis ce soir est très important. Ça parle quand même d'un homme parmi tant d'autres qui est l'un des acteurs politiques de premier rang dans notre pays. Donc je pense que c'est un sujet important. Monsieur Laurent Gbagbo a été président de ce pays, il a dirigé ce pays, il a fait valoir ses compétences et tous les Ivoiriens en sont témoins. C'est effectivement sous son règne que nous avons connu une guerre par notamment l'incapacité de sécuriser les Ivoiriens. Et puis donc, cela est sur le compte de l'histoire. Aujourd'hui, il a été acquitté des charges qui lui pesèrent donc sur la tête à la CPI. On ne peut pas souhaiter tout un malheur à son adversaire, mais je pense que cette décision d'acquittement définitif de la CPI va contribuer à la réconciliation de ce pays. Et aussi que les victimes des 3000 morts qui aujourd'hui n'ont pas encore trouvé de coupables. C'est bien dommage et je pense que la justice peut continuer son travail, mais il faut faire observer que l'acquittement donc d'un accusé ne veut pas dire qu'il n'a rien commis d'acte condamnable, parce que lorsque le juge n'a pas pu établir les faits par des preuves, effectivement, on peut être acquitté. On a eu ici le cas de Jean-Pierre Bemba qui a été acquitté par la CPI alors qu'il a conduit une bande armée et qui a tué. Donc, c'est le fait de la justice. Donc, du coup, je peux simplement dire qu'aujourd'hui, son retour s'annonce et la Côte d'Ivoire doit continuer de vivre. Nous y reviendrons.
Nous y reviendrons. De toute façon, nous rentrerons dans le vif du sujet. Nous parlerons justement de ce qu'il a envoyé à la CPI, des élections de 2010 Merci. et de son avenir politique. Nous y reviendrons. Merci bien, Baudouin. Alors, je passe la parole à Lucas. Lucas, la même question. Que pensez-vous de l'homme? Comment le décririez-vous? Pardon. Lucas, ton micro est coupé. Pardon. Ok, Merci. vous m'entendez là? Oui. Ok. Alors, pour moi, Laurent Gbagbo, c'est un combattant, c'est un militant de la liberté. C'est quelqu'un qui a donné son corps pour ses convictions, ses opinions. Quelqu'un qui s'est toujours battu et qui a utilisé les armes réglementaires pour mener son combat. Voilà, il est toujours resté dans les limites. Donc, pour moi, Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un dont la Côte d'Ivoire a vraiment besoin. On a besoin de gens comme Laurent Gbagbo pour apporter une sorte d'impulsion, de nationalisme un peu au pays. Parce que c'est tout ce que je veux dire. Donc, pour moi, Laurent Gbagbo, c'est ça. Et on l'a vu tout au long de sa carrière d'opposant, tout au long de sa gouvernance, il a toujours été quelqu'un qui rassemblait les gens autour de lui. Il a toujours été quelqu'un qui a toujours écouté les autres, qui a toujours dirigé dans une forme de consensus. Donc voilà, en gros, ce que je pense de Laurent Gbagbo. Merci bien, Lucas. Okay. Je passe la parole à Régis. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci bien pour la question. Avant de commencer, j'aimerais d'abord souhaiter une bonne fête de Ramadan à tous nos amis musulmans qui nous suivent. Et puis bon, aussi dire à tous ceux qui ont perdu des frères et sœurs pendant toutes ces crises qu'ont connu la Côte d'Ivoire, leur dire aussi Yako. Pour moi, Laurent Gbagbo, c'est un homme de paix, un homme de valeur, de l'ami du peuple. C'est celui-là même, à travers qui je reconnais. Pour moi, Laurent Gbagbo, c'est celui qui a tout fait pour œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Même si, arrivé à un certain niveau, arrivé à un certain moment, il a connu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire avec les post-électorales et consorts, il a, malgré tout ce qui se passait, il a tout fait pour la paix. Nous l'avons vu avec tous les accords qu'il a signés au niveau de Maputo, Ouaga et consorts. C'est celui qui a toujours voulu aller à la paix. Il aurait pu opérer les armes, c'est-à-dire au niveau du Poitiers, mais Laurent Gbagbo a calmé le jeu, il a négocié, même jusqu'en 2010, même si aujourd'hui il a pris le pouvoir d'une manière un peu bizarre, c'est pas très grave, mais pour moi, Laurent Gbagbo, c'est l'homme de la paix. Merci bien. Merci. Nous passerons la parole à Kevin et je demanderai à tout un chacun de couper son micro lorsqu'une personne prend la parole, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tous. Pour moi, Laurent Gbagbo est un personnage, avant tout, est un personnage emblématique, est un fin stratège politique, parce que moi, je suis aimant de politique, je suis friand de tout ce qui est bonne politique. Et le président Laurent Gbagbo se classe parmi nos hommes politiques de mérite en Côte d'Ivoire. Mais pour revenir à la question, Laurent Gbagbo, démocrate ou dictateur, selon moi, le président Laurent Gbagbo est un dictateur dans la peau d'un ange. Oui, il faut le dire. Et il ne faut pas se voiler la face sur certains points. Comme l'a si bien dit Marx, la dictature se fait sous plusieurs formes. Elle peut être sous la forme économique, sous la forme traditionnelle avec la part du gain, utiliser des personnes lambda ou des personnes proches pour pouvoir assouvir ses besoins. Et il y a la dictature par l'imposition. J'espère que tout au long du débat, on va me permettre de pouvoir développer et expliquer sans pour autant être long. Merci. Nous vous donnerons la parole pour pouvoir aller plus loin parce que votre opinion est intéressante et je pense que les internautes voudront justement que vous alliez un peu plus dans les détails de ce que vous nous avez
avancer. Ça me permet, parce que tout à l'heure, vous avez dit, Kevin, que Laurent Gbagbo était le personnage, le dictateur dans la peau d'un ange. Aujourd'hui, la scène politique, elle est aujourd'hui régie par plusieurs, on va dire, grandes têtes de la politique qui ont été un jour opposants à Laurent Gbagbo ou amis à Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, comment se placent aujourd'hui les opposants d'hier de Laurent Gbagbo vis-à-vis de son retour aujourd'hui? C'est-à-dire, aujourd'hui, comment pourrait-on définir les rapports qu'il y a entre Laurent Gbagbo et les membres de l'opposition? Bon, les membres, pour moi, les rapports entre les membres de l'opposition et le président Laurent Gbagbo, nous avons pu le constater durant la crise, durant les élections de 2020. Je pense que le président Laurent Gbagbo a encore fait cas de roubladise, si je peux me le permettre, parce qu'ils avaient, au démarrage, prévu d'aller sur un même tempo politique, c'est-à-dire se mettre ensemble pour se présenter, partir sur une forme globale, pour se présenter contre le régime en ce moment au pouvoir. Je précise que je représente la société civile, je n'appartiens à aucun bord politique, donc je parle librement, on me connaît, je suis la langue autorisée pour labourer les consciences. Donc le président Laurent Gbagbo est parti avant tout sous la forme d'association avec les autres membres politiques, les autres leaders politiques. Et on a vu que l'association politique s'est soldée par un délestage, puisque c'est le mot utilisé en ce moment-là, par un délestage par chaque membre politique, parce qu'au sein même de ces familles politiques-là, il existe des problèmes. Il existe des problèmes. Et pour moi, on ne peut s'associer avec une famille politique si les problèmes internes de notre parti politique n'est pas réglé. Nous avons pu le constater au soir de l'annonce des élections. Merci bien. Monsieur Baudouin, qu'est-ce que pouvez-vous dire concernant les différentes manœuvres du président Gbagbo, anciennement opposant avec certaines personnes, ami d'hier, ennemi d'aujourd'hui? Quelle observation avez-vous là-dessus? Non, ben, écoutez, tout à l'heure, il y a un de ses partisans qui s'exprimait et qui disait que M. Laurent Gbagbo était combattant, M. Laurent Gbagbo est un souverainiste, est un démocrate. Mais écoutez, on se rappelle ici en l'an 2000, lorsque M. Laurent Gbagbo était face au général Guy Robert, nous rappelons que c'est la France socialiste qui a demandé au général Guy Robert de quitter le pouvoir. Et M. Laurent Gbagbo était sur les antennes de RFI. Et comme vous allez le constater, en 2011, ce souverainiste-là était sur les antennes de RFI, appelant ses partisans à prendre la rue. Lorsqu'après son accession au pouvoir, les partis d'opposition réclamaient une reprise des élections conformément à la loi électorale qui stipulait que avec les difficultés liées au scrutin électoral, il fallait répondre aux élections pour permettre au jeu de se tenir dans l'arrêt de l'art. Il a refusé de répondre aux élections alors qu'on dit de lui être démocrate. Donc, toute cette manière de faire la politique a accouché ce que nous avons connu, donc après, tout au long de son mandat, le chamba de guerre que nous avons connu. Et vous verrez que plus tard, le général Guy Robert va le traiter de boulanger, d'homme sans conscience, parce qu'effectivement, c'était un homme qui disait ce qu'il ne pense pas et qui pense ce qu'il ne dit pas. Déjà en 90, avec ses amis du bloc donc de gauche, à Korogo, quand il y avait un conclave, pour ne pas participer aux élections de 90, quand M. Laurent Gbagbo arrive à Abidjan, il tourne la veste, il participe aux élections en trahissant tous ses camarades de gauche face donc au président Félix Houphouët-Boigny. Donc tout au long de son mandat, on ne dira pas que c'est un homme de paix. Il faut simplement dire qu'il a été incapable de faire face à une rébellion, et en ce moment-là, il ne pouvait que discuter.
Sinon, on a vu en novembre 2004, quand il a pu créer donc un armement à travers les détournements du Conseil Café Cacao, en 2004, il a bombardé Boaké, alors qu'on était dans un processus de réconciliation. Donc, il a opté pour la paix parce qu'il n'était pas capable de sécuriser les Ivoiriens de côté de la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est un homme qui n'a pas réussi à gérer le pays et que cela marque l'histoire d'un leader sans fondement, d'un leader qui n'a pas satisfait son peuple. C'est là que je pourrais m'arrêter pour le moment. Merci bien, Baudouin. Nous allons aller un peu plus dans le détail de ce que vous avez dit. Donc, la période de la gouvernance de Gbagbo, tout à l'heure, nous reviendrons sur cette période-là. Je vais passer la parole à Lucas pour essayer de nous donner son ressenti sur le fait que, comme Baudouin l'a dit, Gbagbo serait un boulanger. Voilà. Le micro est coupé, Lucas. Ok, excusez-moi. Je pense qu'on a enfin parce que fait d'être un boulanger ou je sais pas quoi, ça ne fait pas de ton traiteur. Ou bien je sais pas. Je sais pas ce qu'on appelle être un boulanger et être un traiteur. Parce que là, il fait de l'amalgame. Qu'ils soient un boulanger ou je sais pas, terme qu'on emploie, ça ne fait pas de traiteur. La politique, c'est la partout dans ce monde, tous ceux qui font la politique ont des systèmes qu'ils utilisent. Sauf qu'il faut rester dans un cadre vraiment assez démocratique, c'est tout. Cette histoire de c'est des discours de base. Maintenant, après, je pense que M. Baudouin a dit ici que le président Gbagbo avait d'abord l'incapacité de sécuriser le pays. C'est pour ça qu'il était obligé d'aller à la paix. C'est-à-dire qu'il était obligé de faire la paix, qu'il n'a pas fait la paix parce que lui, c'est un homme de paix. Et il a fait la paix parce qu'il était déjà contraint à le faire. C'est ce qu'il est compris. Et là, je pense que c'est de la mauvaise foi. On dit nul ne peut se prévaloir de sa toute culture. On attaque notre pays, on attaque ses fondements démocratiques. Et après, on rejette la faute du président élu. M. Baudouin pouvait éteindre. Et après, on rejette la faute du président élu. Vous pouvez désactiver vos micros pour ceux qui ne parlent pas, s'il vous plaît. Lucas, vous avez la parole. Ok. Donc, ce qu'il est en train de dire là est grave. Parce que le président Gbagbo, depuis son accession au pouvoir, dès qu'il est arrivé au pouvoir en 2001, alors qu'il n'était pas obligé de le faire, il était celui qui allait chercher le président Alassane Ouattara en exil, dans le premier ministre à l'époque. Il est celui qui allait chercher en revenant d'exil, qui était parti en exil à cause d'une guerre, un coup d'État ici. C'est le président Gbagbo qui a organisé le forum sur la réconciliation nationale où chaque Ivoirien a pu exprimer le fond de sa pensée. Chaque Ivoirien ici a pu, de tout bord, a pu exprimer le fond de sa pensée. Le président Gbagbo a mis les bases de la réconciliation. On ne peut pas lui reprocher, on peut pas lui reprocher la crise. On ne peut pas lui reprocher. C'est comme si tu t'en vas kidnapper un enfant et tu dis, bon, c'est parce que ses parents n'étaient pas là que je l'ai kidnappé. Ce n'est pas un argument valable. Ce n'est pas un argument valable. Donc ici, je pense que les gens devaient revenir à être de bonne foi et arrêter de stigmatiser, arrêter de faire du sophisme. Parce que là, je pense que la réalité des faits, est claire. Le président Gbagbo a gouverné pendant 10 ans. Il a gouverné avec l'opposition tout entière. Que ce soit avant même la crise, il y avait l'opposition dans le gouvernement. Le président Gbagbo a toujours le vote le partage. Il a toujours négocié avec les gens. Ça fait partie de sa nature. Il n'a pas fait parce qu'il est obligé. Il a fait parce qu'il est un homme de paix. Et son parcours le prouve. Donc Gbagbo a fait 30 ans d'opposition. Mais jamais il n'a utilisé les armes ou il n'a utilisé des moyens vraiment pour tuer sa population. On a vu des gens ici qui n'ont pas eu cette patience nécessaire. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut être honnête envers nous-mêmes. Il faut avoir la décence de dire les choses. Il ne suffit pas de salir pour salir. Voilà. Donc pour le moment, je vais m'arrêter là et après on rentrera dans le... Merci Lucas. Monsieur Baudouin, vous avez été vexé. On va revenir vers vous, mais on va laisser la parole d'abord à Régis. Régis. Oui. Bon, d'abord, j'aimerais demander à M. Baudouin, quand il parle du boulanger, à quoi fait-il allusion? Parce que c'est très facile d'insulter aujourd'hui le président Laurent Gbagbo dit
c'est un boulanger. Ça, c'est les discours je pourrais dire, de Macky. Vous comprenez? Pour revenir vers Kevin, lorsqu'il dit que le président Laurent Gbagbo était un ange, comment dirais-je, c'est un dictateur de la peau d'un ange, je ne comprends pas. Un monsieur, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il vient au pouvoir, un an plus tard, même pas un an, moins de 2 ans, il a attaqué. Le pays est attaqué. Il n'est même pas sur Abidjan, il est en Italie. Il rentre en tant que président de la République. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de réorganiser ses troupes. Lorsqu'il réorganise ses troupes, il fait en sorte de rentrer en contact avec tous ceux qui ont essayé de faire ce coup de force-là. Il accepte même ces gens-là dans le gouvernement pour toujours revenir à la paix, c'est-à-dire toujours discuter. Il a tout fait pendant comment dirais-je, tout son mandat. Le pays était divisé, les gens étaient payés, le pays était, comment dirais-je, attaqué. Il n'a jamais porté de, comment dirais-je, il n'a jamais voulu faire du mal aux autres. Vous comprenez? Donc quand vous dites c'est un boulanger, c'est un dictateur, moi je n'arrive pas à comprendre. Au contraire, c'est celui qui a toujours œuvré pour la paix. Il a fait rentrer le président Bédié, le président Alassane en Côte d'Ivoire, tout et tout, lorsqu'il est revenu pour la réconciliation, tout et tout. Donc aujourd'hui, quand vous dites qu'il est dictateur, je n'arrive pas à comprendre. Il a accepté d'organiser les élections malgré que le pays était divisé. Il était pour la paix. Il n'était pas obligé de le faire, c'était un dictateur. Il pouvait le faire comme les autres présidents qui aujourd'hui, qui ont 40 ans au pouvoir, le pays est divisé, puis ils s'en foutent. Malgré la pression, il pouvait le faire, mais il a accepté d'aller aux élections. Parce qu'il en avait marre. C'est-à-dire, en 2010, il s'était dit, bon, ok, on y va. Ça passe ou ça casse. Donc, je ne vois pas où le côté où il est dictateur. Combien de gens sous Laurent Gbagbo vous avez vu en prison? Combien de gens? Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je pourrais m'arrêter là, puis bon. Donc, je sens M. Mian bouillonnant pour pouvoir répondre. Donc, oui. je demande à Régis de fermer son micro et on écoutera Kevin. Ok, merci au modérateur de me donner la parole. Vous savez, en Côte d'Ivoire, nous faisons la politique avec les émotions. Et quand les émotions nous envahissent sur le plan politique, la réflexion est un peu en dégringolage, si je peux m'exprimer ainsi. Ce n'est pas pour insulter qui que ce soit, mais je pars sur la base des faits. Quand je dis le président Laurent Gbagbo est un dictateur dans la peau d'un ange, j'ai donné des descriptions. Je pars sur la forme même de définition de Max Weber. Le président Laurent Gbagbo, pour parler du président Laurent Gbagbo, il faut connaître l'histoire même de la Côte d'Ivoire. Si on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas nous dire que le président Laurent Gbagbo est un friand de paix. On ne peut pas partir que sur cette base parce qu'il y a d'autres facettes. Le président Laurent Gbagbo, en 1996, il s'est associé avec le président Alassane Ouattara, partant sur la base de la réforme du Conseil constitutionnel et des normes de la CEI, demandant à ce que la reprise des textes puisse être effectuée parce que selon lui, il y a un candidat qui n'arrivait pas à se présenter. Là, je pars sur la forme toujours de Max Weber, qui est la dictature par l'imposition. Je parle de dictature par l'imposition. Donc, on poursuit. En 1996, il milite auprès du docteur Alassane Ouattara parce que le président Henri Konan Bédié avait lancé un concept d'ivoirité. Et le président Laurent Gbagbo nous fait savoir qu'il ne participerait pas à ces élections tant que cette loi-là n'est pas sautée. À notre grande surprise, le président Henri Konan Bédié maintient, il part aux élections avec le président Francis Baudier. Quand Francis Baudier perd les élections contre le président Henri Konan Bédié, celui qu'on appelle le friand de paix, il se met aux côtés du général Robert Gueye lors du coup d'État commandité par la Casa Nostra de IB. Et c'est le président Laurent Gbagbo. Quand on parle de friand de paix, on ne dit pas que l'homme n'aime pas la paix. Mais il faut aussi reconnaître son côté. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire la politique sans émotion. Lorsque la Casa Nostra, menée par le général Ibé, arrive à renverser le président Henri Konan Bédié, le coup d'État est automatiquement acclamé par le président Laurent Gbagbo. Quand le coup d'État est acclamé par le président Laurent Gbagbo, c'est la meute.
la junte armée qui va chercher le président Laurent Gbagbo au Gabon. À Yamoussoukro, on le prend, on l'emmène sur Abidjan. Et en 2000, les élections partant avec le président Laurent Gbagbo lui-même et le général Robert Gueye, il était convenu comme suit. Le président, le général Robert Gueye devait remettre les normes des textes en place. Parce qu'en 1996, Laurent Gbagbo avait dit qu'il ne participait pas à ces élections-là avec ce code électoral. Et à notre grande surprise, on constate que le président Laurent Gbagbo repart encore sur ses dires et il se présente aux élections face à Robert Gueye. Et en 2000, quand on est en train de parler de politique, il faut connaître l'histoire. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais gagné des élections en 2000. Il n'a jamais gagné d'élections en 2000. Donc je parle de dictature par imposition, selon Max Weber. Donc, quand en 2000 arrive, le président Robert Gueye, selon le code électoral, ne donne pas les résultats des élections de façon conventionnelle. Il passe par la roubladise. Le président Laurent Gbagbo passe par derrière, soutenu par RFI. Il faut une déclaration disant que le pouvoir se trouve dans la rue. On nous parle de quel démocrate? On nous parle ici de quel démocrate? Il y a d'autres points à développer, la dictature par l'économie, la dictature par l'apport du gain. Ça, on va en revenir avec les étudiants au niveau de la FESI, les gens qui ont été matraqués, rackettés, où la FESI prenait les commandes de beaucoup de choses. On connaît l'homme, on connaît l'histoire de l'homme, on l'aime bien, mais il ne faut pas effacer du tout son passé parce que c'est menti et c'est tordre le cou à l'histoire de notre pays. J'en ai fini pour l'instant. Merci, M. Mian. De toute façon, je pense qu'on ne va pas vous réconcilier sur la définition même du démocrate ou du dictateur selon Weber d'un côté par M. Mian et les positions tenues par Lucas et Régis. On va essayer vu qu'on est dans une chronologie, on va essayer, et Kevin avait déjà commencé en parlant de l'élection de 2000. Une fois que Laurent Gbagbo accède maintenant au pouvoir, nous avons bien compris que vous n'êtes pas d'accord sur le cheminement. Une fois que Laurent Gbagbo accède au pouvoir et est président de la République, nous allons essayer de décortiquer maintenant ce qui se passe après son accession au pouvoir. Laurent Gbagbo aujourd'hui est décrié comme un dictateur parce qu'il a fait 10 ans au pouvoir sans élection. Alors, on vous pose la question, pouvait-il faire des élections pendant ces 10 années de pouvoir? Je commence par M. Baudouin. Votre micro est coupé. Écoutez, merci. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que j'ai été inversé par quelqu'un. Non, je n'ai pas été inversé. Ils ont donné leurs avis. Indexé, d'accord. Je vous remercie. Et ils ont dit des contre-vérités. Parlant de Lucas et de l'autre, ils ont dit des contre-vérités parce que nous nous rappelons en 2002, lorsque la guerre éclate, la matinée, l'escadron de la mort ont failli assassiner le président Alassane Ouattara, ont failli assassiner le président Bédié et ont pu assassiner le général Gueye Robert. Le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan va se rendre sur les antennes de la RTI pour dire que le général Gueye Robert a été assassiné sur le champ de la bataille. Ce qui n'est pas vrai, car la commission d'enquête va dévoiler plus tard que le général Gueye Robert a été extrait de la cathédrale. Les gens aujourd'hui rigolent en disant que le président Alassane Ouattara avait escaladé un mur. Mais ça veut dire donc qu'il y a quelqu'un qui était à ses trousses pour escalader un mur. Donc, il va falloir qu'on ne prenne pas le président Laurent Gbagbo pour un saint. Je respecte la personnalité. Il n'est pas de notre génération politique. Mais nous avons appris de l'histoire politique de notre pays. Ici, en mars 2005, quand il y a eu le G4, l'ancêtre du RHDP, qui a organisé une marche sur le plateau. Mais il y a eu une centaine de morts, de personnes massacrées par l'armée sous Laurent Gbagbo.
il y a eu ici, lorsque on était au Forum de la réconciliation de l'an 2001, organisé effectivement par les soins du pouvoir Gbagbo, on a vu ici que les résolutions qui ont été prises n'étaient pas respectées après. Au cours de ce même forum pour la réconciliation, je dirais un simulacre de réconciliation. Au cours de ce forum, le président Laurent Gbagbo avance que le président Alassane Ouattara ne serait pas un Ivoirien. Lorsqu'on part à un forum pour réconcilier le pays, on n'y va pas pour mieux diviser. Donc on voyait effectivement que c'était donc de la plaisanterie. Tout à l'heure, mon frère Kevin était en train de parler du coup d'État Cameroun Junior pour un démocrate qui salue un coup d'État. Il a dit que le coup d'État est salutaire. Est-ce qu'un démocrate peut ainsi faire une déclaration pour dire qu'un coup d'État qui renverse l'institution de la République est salutaire? Non, cela n'est pas juste. Donc on a vu l'homme ici au pouvoir, il ne va pas falloir refaire un autre homme et pour tromper les gens. Nous connaissons tous l'histoire politique de ce pays et on ne veut pas nous fabriquer un autre Laurent Gbagbo. Et ça, c'est bien clair. Monsieur Baudouin, justement, la plateforme aujourd'hui est faite pour que justement les personnes qui nous regardent puissent entendre, puissent comprendre par la chronologie que nous faisons qui est Laurent Gbagbo. C'est pourquoi j'ai posé la question, vu qu'on a déjà dépassé le stade de l'avant-élection de 2000. La question qui est posée là maintenant, c'est de savoir, en ces 10 ans de règne ou bien de pouvoir, le président Laurent Gbagbo pouvait-il organiser des élections, vu que c'est un argument qui lui est opposé pour dire qu'il est un dictateur. C'est la question. Essayez d'être concis et précis pour essayer de passer la parole aux autres aussi. Écoutez, il y a eu élection en 2010. Quelqu'un disait que sans désarmement et sans... Mais il y allait de ses capacités. Aujourd'hui, ils disent que c'est par contrainte qu'ils ont organisé les élections de 2010. Mais non, un chef d'État n'a pas à se justifier de la sorte. Pas par contrainte, il a accepté d'aller aux élections. Et cette élection a été... La question, c'était avant. Les questions, c'était avant les élections de 2010, puisqu'on est sur un régime de quinquennat. Alors, donc, il y a eu un premier... Oui, il a eu 10 ans au pouvoir. Oui. Il a eu 10 ans au pouvoir et il a conduit, sans pouvoir gérer la question de la guerre, il a conduit la période de crise jusqu'en 2010 en faisant un mandat gratuit. Je pense qu'au soir de cette décennie, cette première décennie, donc de l'an 2000, je pense qu'il a organisé une élection qu'il a véritablement perdue et donc il a réclamé la victoire. Et ce qui a entraîné aujourd'hui les 3000 morts. Nous reviendrons sur l'élection de 2010. On va essayer de rester d'abord sur la période de 2000 à 2010 pour essayer de comprendre. Justement, comme je vous ai expliqué, c'est une chronologie. Donc, je vais passer la parole à Lucas pour essayer de nous expliquer justement entre 2000 et 2010, est-ce que Laurent Gbagbo pouvait organiser des élections? Ok, merci. Mais avant de revenir en 2010, je pense qu'il faudrait revenir d'abord sur des choses qui ont été dites par Kevin Mian. Parce que je pense qu'il ne faudrait pas laisser des trucs sur le tapis. Très rapidement, s'il vous plaît. Ok, pas de problème. D'abord, Kevin Mian dit qu'on parle par émotion. Mais nous sommes des humains, les humains réagissent avec émotion tous les jours. Le problème, c'est de ne pas laisser ces émotions prendre le devant. Sinon, les émotions font partie de l'homme. Et tous les jours, quand on réagit, chaque jour, c'est avec nos émotions. D'abord, ça, c'est le premier point. Et il a dit que Gbagbo a soutenu le coup d'État de 99, alors que il prétend être un démocrate. Mais le président Gbagbo a dit quoi? Le président Gbagbo a dit qu'il a dit qu'il y a des coups d'État qui sont salutaires. Il y a des coups d'État qui sont salutaires. Et moi, je suis d'accord, je suis par exemple pour ça. Quand on a au pouvoir des gens qui ne respectent plus, qui ne respectent plus les normes, la loi, qui ne respectent plus la Constitution, qui bafouent toutes les règles de droit, je ne suis pas un partisan du coup d'État, mais je dis que quelquefois, des coups d'État, peuvent apporter du bon. On n'est pas ici pour dire non, c'est un coup d'État, c'est mauvais. Non, les coups d'État peuvent apporter du bon. Il y a des coups d'État qui sont salutaires. On peut être dans un pays où il y a un président qui est tyrannique à un moment donné,
que les gens veulent enlever, comment on fait? On ne peut pas utiliser les éléments de loi. Les gens vont utiliser les moyens à leur disposition. Donc, il y a des coups d'État qui peuvent être salutaires, tout ça. Voilà. Et il a dit encore que le président n'a pas gagné les élections de l'an 2000. Je pense qu'à un moment donné, il faut pas arrêter de foutre les gens. Des élections ont eu lieu. Des élections ont eu lieu. Les gens sont allés voter. Les résultats ont été donnés et les autorités compétentes qui sont censées donner les résultats définitifs ont validé l'élection du président Gbagbo. Je pense que l'histoire est assez récente pour qu'on puisse essayer de jouer avec. Le président Gbagbo n'a pas fait de forcing. C'est le président qui a interrompu la proclamation des résultats, qui a interrompu la proclamation des résultats et qui s'est proclamé président. C'est à la suite de ça qu'il y a eu, les gens sont sortis dans la rue et il y a eu tout ce qu'il y a eu. Mais quand le Conseil constitutionnel, la Cour suprême a validé l'élection du président Gbagbo, il n'y a plus de débat. On ne peut pas venir dire que le président Gbagbo n'a pas été élu alors que les institutions compétentes ont validé son élection. Sur quoi il se base? Sur quoi il se base? Si ça, on est dans un cadre très précis, on est dans la loi. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous écoute les gens. OK. Et il y a Kevin Mion qui a parlé d'escadron de la mort. Non, mais pour répondre à la question d'abord, il n'y a pas de problème, j'aurais dit. Donc, on va revenir. Donc, vous avez dit en 10 ans, pourquoi le président n'a pas organisé d'élection? Pouvait-il? OK. Mais, il y a des gens qui se plaignent ici, qui disent que le président n'a pas organisé d'élection. Mais quand on veut qu'on organise des élections, on n'attaque pas un pays, on ne mène pas une rébellion armée, on attend 5 ans. Comme le dit la Constitution, il y a 5 ans qu'on doit attendre pour pouvoir se présenter. Mais quand on instrumentalise des gens, qu'on prend les armes, qu'on attaque son propre pays, on ne peut pas venir après prétendre qu'on attend des élections. Ils n'ont jamais voulu attendre des élections, sinon il n'y aurait pas eu cette guerre. C'est justement parce que les gens ne voulaient pas d'élections, ne voulaient pas respecter l'ordre constitutionnel établi, qu'ils ont fait un coup d'État, qu'ils ont fait une rébellion qui a divisé le pays. Et la Constitution est claire, on dit que quand une parcelle du territoire est occupée, il n'y a pas d'élection. Le président Gbagbo ne pouvait pas faire d'élection dans des conditions pareilles avec une bonne armée dans notre pays, avec des armes puissantes à la cause déjà d'un candidat. Parce qu'on peut faire des élections dans ce cadre de figure-là, c'est impossible. C'est impossible. Cette élection était un guet-apens. Le président Gbagbo n'aurait jamais dû aller aux élections dans des conditions pareilles. Cette élection était biaisée d'avance. Parce que on peut pas faire, parce que vous avez vu, on a vu après la crise, les gens sont descendus avec des armes, ils ont fait reculer l'armée régulière. Ces armes, les ont levées où? C'est parce qu'ils n'ont jamais désarmé, ils n'ont jamais respecté leur part de tous les accords que la Côte d'Ivoire a eu, de Makoussi, de Ouagadougou, tous ces accords où la rébellion est censée désarmer, ils n'ont jamais désarmé. Après, on l'a vu en 2010, ils avaient des armes de destruction massive, des armes qu'on a vues ici. Ils sont rentrés à Abidjan, ils ont détruit tout parce qu'ils étaient suffisamment, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais désarmé. Donc, dans des conditions, comment on veut que le président organise des élections? On ne peut pas organiser des élections dans ce cas. Monsieur Bouton, est-ce qu'on peut organiser des élections dans ce cas? Je ne pense pas. Le pays, on organise des élections dans un pays où tout est régulé, où un pays qui n'est pas occupé, un pays où il n'y a pas une armée parallèle qui détient les armes, c'est dans ces conditions-là qu'on organise des élections. Mais le président Gbagbo a eu tort, et ça je le dis, il a eu tort dans les élections parce qu'il y avait de la pression médiatique, il y avait tout ce qui pouvait entourer. C'est pour ça qu'on a levé. Sinon, on n'aurait jamais dû aller aux élections dans ces conditions. Le président Gbagbo n'aurait pas dû aller aux élections dans ça. Merci bien, Lucas. Je pense qu'on vous a bien compris que pendant ces 10 ans, selon vous, les conditions n'étaient pas réunies pour organiser une élection. Kevin, je vous laisse la parole avant de passer la parole à Régis, s'il vous plaît. Votre micro est coupé. Oui, comme vous savez, on ne va pas rebondir à tout moment sur les propos de tout un chacun parce que ça nous mettra en retard, voyez-vous. Donc, je vais passer sur les propos de M. Lucas parce que tout ce qu'il est en train de dire, il dit une chose et son contraire. Quand il dit qu'il y a des coups d'État qui sont salutaires et d'autres non, quand les bombarde, les coups d'État ne sont pas salutaires. Quand il s'agit de donner des résultats en 2000, on soutient que les résultats ont été donnés par le Conseil constitutionnel, sachant que c'est la seule ligne normalement qui doit donner. Bon, il y a tant de choses. On va passer. Quelle était votre question, s'il vous plaît? La question était justement chronologiquement de parler des 10 ans de règne de Laurent Gbagbo. Pouvait-il faire des élections dans ces 10 ans? En vrai, vous savez que l'histoire de la Côte d'Ivoire est reliée à un bloc.
on ne peut passer d'une étape à une autre sans parler de certains faits. Le président Laurent Gbagbo, excusez-moi de le dire ou de revenir dans l'histoire, parce que pour mieux faire comprendre ceux qui nous suivent, il est important de revenir sur l'histoire. Le président Laurent Gbagbo est venu au pouvoir comment? Parce que c'est la suite de tout ce qui s'est passé depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny jusqu'à l'élection présidentielle en 1996, jusqu'au coup d'État qui a créé le 19 septembre 2002. C'est une suite logique. Donc, le président Laurent Gbagbo savait en âme et conscience qu'il ne pouvait pas diriger ce pays-là en bonne et due forme. Il ne pouvait pas diriger ce pays-là en bonne et due forme s'il ne réorganisait pas d'élection. Parce qu'en 2000, lorsque le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, les gens, ceux qui se sont mis avec lui pour pouvoir renverser, c'est-à-dire la population, pour pouvoir renverser le général Guèye, ont cru que, à la suite de ça, le président Laurent Gbagbo allait organiser une élection avec tous les leaders politiques. Ça n'a pas été. Et à la suite de cela, les gens sont ressortis dans la rue parce qu'ils se sont dit bon, c'était un fait. Ils ont été doublés parce que le président Laurent Gbagbo lui-même a dit lors de son investiture que ceux qui pensent qu'il y aura une réorganisation des élections, ils se mettent le doigt dans l'œil. Nous n'allons pas réorganiser d'élections. Moi, je ne parle pas avec des éléments où je parle d'hypothèses. Je parle sur les faits. Donc, quand on veut discuter sur ce que j'avance, il faut repartir sur l'histoire du pays parce que je n'invente pas. C'est ce qui est. Avec son épouse, ils ont dit aucune élection ne sera réorganisée. Et c'est à la suite de ça, en 2000, les gens sont morts le lendemain. Il y a eu le Chani. Et après le Chani, ceux qui ont organisé le coup d'État en 1999, c'est-à-dire le groupe d'IB, Kone Zakaria et Ouattao, ont réattaqué la Côte d'Ivoire en 2002. Donc le président Laurent Gbagbo, dans sa position, savait qu'il n'y avait aucune gouvernance qui devait être menée. Et depuis l'accord de Linas Marcoussi, le président Laurent Gbagbo avait perdu toutes ses fonctions en temps réel. Et il était obligé de s'imposer par une certaine dictature que j'appelle la part du gain, qui est la jeunesse, travailler sur le populisme. Vous voyez? Et on a vu ce qui s'est passé en 2002, en 2004 et en 2010, quand nous allons y revenir. Oui, donc pour moi, juste un éclair. Que ça part depuis 1993, du décès du président Félix Houphouët-Boigny, et le président Laurent Gbagbo, lui-même en âme et conscience, savait qu'il n'était pas dans un état dirigeable parce qu'il a eu à doubler certaines personnes. Et ce sont les faits. C'est l'histoire de notre pays et on ne peut pas tronquer l'histoire de notre pays. Merci. Merci, M. Mian. On va vous demander juste une petite précision. Vous avez dit tout à l'heure que Laurent Gbagbo, lors des accords de Linas Marcoussis, n'avait plus ses attributions de président. Sur quoi vous basez-vous pour le dire? Lorsque tu as un président de la République, normalement un président de la République, c'est lui qui monte son gouvernement. C'est lui qui choisit les membres de son gouvernement. Lorsque une autre force, c'est-à-dire notre pays t'impose un gouvernement, tu n'es plus le président. Et le président Laurent Gbagbo en 2002 était un président qui devait réorganiser les élections rapidement parce que les élections de 2000 n'étaient pas reconnues. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas courir parce qu'il faut courir. Il faut parler des faits. Et les faits de la Côte d'Ivoire sont tellement récents qu'il ne faut pas tourner autour du pot. C'est à Linas Marcoussis qu'ils ont dit au président Laurent Gbagbo, voici comment ton gouvernement doit être composé. Voici les membres qui doivent intégrer ton gouvernement. Voici telle personne à placer. Et le président Laurent Gbagbo perd toutes ses facultés normalement en tant que président de la République. Voilà un peu. Alors, ok, donc nous vous avons bien compris. Je vous laisse, comme à chacun, la paternité des propos. Alors, on va passer la parole à Régis pour pouvoir rebondir. Je sais que beaucoup de choses ont été dites, donc on vous laisse rebondir sur tout ça. Et surtout, répondre à la question, s'il vous plaît. Ok. D'abord, j'aimerais dire à M. Baudouin, lorsqu'il dit c'est partisan, genre dans le débat, j'interviens ici en tant que jeune Ivoirien.
qui a son mot à dire dans la crise post-électorale, en tant qu'Ivoirien aussi, qui s'exprime dans tout ce qui s'est passé dans ce pays. D'abord, pour revenir à la question, vous avez dit en 10 ans, pouvait-il organiser des élections? Moi, je préfère qu'on accélère. Un président qui vient au pouvoir, qui a attaqué en 2002, comment peut-il organiser des élections? Le pays est divisé. Les élections s'est passées comment? La moitié du pays est occupé. Je ne sais pas. Comment se passent les élections, M. Baudouin, lorsqu'il dit que non, le pays, il aurait pu organiser les élections? Je n'arrive pas à comprendre. C'est bien beau tout ce que vous dites, vous parlez, c'est bien beau tout et tout, mais vous ne... Si je peux me le permettre, vous ne dites pas la vérité. Vous n'êtes pas cohérent, vous parlez comme ça. C'est-à-dire, vous dites ce que vous avez entendu dans les histoires de maquis vus dans la rue. Tout ce que vous avez avancé, mais surtout ce que Kevin avance, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. C'est bien beau, tout ce qu'il dit, mais il n'y a pas de preuves. Lorsque vous parlez du général Guéhi, comment dirais-je, il était attaqué, tout et tout, mais il était un élément au combat, il ne sait pas. Mais ce sont des trucs qui sont actuellement en pleine. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes pour élucider la mort du général Guéhi. En 10 ans de pouvoir, le président Babou n'a pas pu régner. Il a eu un pouvoir controversé, c'est-à-dire l'État attaqué de partout. Il a tenu. Donc lorsque vous venez ici pour dire non, il ne peut pas faire. La preuve, en 2004, comme Kevin le dit, lors des accords, il laisse la COSIS. Lorsque vous dites non, que le président Babou a perdu son pouvoir en 2004. Mais lorsque tu es dos au mur, il est dos au mur, qu'est-ce qu'il va faire? Il a attaqué de partout. Pour calmer le jeu, il est obligé de faire entrer ceux qui l'ont attaqué dans le gouvernement pour jouer la carte de la paix, de la négociation. Donc pourquoi voulez-vous forcément saluer le monsieur en disant qu'il aurait pu le faire si un dictateur n'a pas pu le faire? Souvent, lorsqu'on parle disons pas des choses qui n'ont pas sans preuve, si vous voulez. Vous voyez, tout le monde entier sait que le pays a attaqué en 2002. Le président Laurent Gbagbo, au nom de la paix, a accepté que ceux qui l'ont attaqué rentrent dans son gouvernement. Il a même gouverné avec eux. Il y a eu même des incidents. Lorsque ces gens s'étaient habitués ici, comme Guillaume à la RTI, qui était attaqué, c'est les mêmes partisans, les mêmes gendarmes qui ont sauvé Guillaume. Donc il a toujours protégé ces gens-là. Il a toujours pensé qu'ils allaient revenir à de meilleurs sentiments, c'est-à-dire pour pouvoir discuter. Ça n'a pas été le cas. En 2010, il a gagné les élections. Il dit qu'il a gagné. Les autres disent qu'ils ont gagné. La communauté internationale, qui était garant de ces élections, disent que c'est le président Alassane Ouattara qui a gagné. Donc, que peut faire le président Laurent Gbagbo? Il essaie de résister, mais il perd son pouvoir face à la pression. Aujourd'hui, on l'accuse de plus de 3000 morts et consorts. La même CPI, de cette Cour pénale internationale, qui est chargée de régler tout ce qui est crime de guerre dans le monde entier, dit qu'il est innocent. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que vous dites, là, c'est zéro. C'est zéro. Ok, nous vous avons bien compris. Comme l'a pu le dire Kevin, nous n'allons pas pouvoir à chaque fois pouvoir se répondre. Je sais que certains d'entre vous boudent de pouvoir répondre à l'autre, mais on est obligé de pouvoir suivre un peu le déroulé du débat. Donc, on parle de la période de 2000 à 2010. On a parlé des élections qui pouvaient soit se faire d'un côté et de l'autre qui ne pouvait pas se faire par rapport au contexte politique qui prévalait. Là, maintenant, nous arrivons aux élections de 2010. Il y a eu beaucoup on va dire de sommets, finalement, qui ont régi un peu toute la vie politique de 2000 à 2010. Il y a eu des accords, donc de Minas Makoussi jusqu'aux accords de Ouaga. Est-ce que, finalement, toutes les décisions qui avaient été données, qui avaient été prises dans les différents accords ont été respectées, justement, pour aller à cette élection de 2010? Kevin, on commence par vous. D'accord. Pour moi, 2010, les élections de 2010
parlant d'accord, encore une fois, partant sur la base de la vérité, parce que je suis la langue autorisée pour labourer les consciences, il est important de le dire. Il faut rappeler à la population que ce ne sont pas les accords qui ont créé ces troubles en 2010. Ce ne sont pas les désaccords qui ont créé les troubles en 2010. C'est la mauvaise foi politique de nos différents leaders. Pourquoi? Lorsque, en 2010, est organisé des élections présidentielles et que le responsable de la CEI se retrouve dans un hôtel du candidat de l'opposition, il est important de tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est pas dans le cas d'un parti politique qu'on donne des résultats présidentiels. Là, c'est pour revenir en 2010. On ne donne pas les résultats d'un parti politique, d'une élection présidentielle, dans le camp d'un adversaire. Donc déjà, ça crée un déclic dans la tête de certaines personnes, dans la tête de certains sympathisants. Parce que la CEI a vraiment badé sur ce côté-là. Et en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, qui était dans l'obligation de reprendre les élections, parce qu'il y avait beaucoup de villes qui ont été annulées, le Conseil constitutionnel du président Laurent Gbagbo s'est vu proclamer le président Laurent Gbagbo comme vainqueur des élections au lieu de reprendre ces élections-là. Parce que c'est écrit dans les textes. Quand il y a beaucoup de grabuges dans les différents pays, dans les différentes villes, autant pour moi, il est demandé à ce que les élections puissent reprendre. Et le président Laurent Gbagbo, avec le Conseil constitutionnel, il y a eu la validation des élections. Et l'autre cas aussi, ça crée un déclic. Et l'ONU, l'ONU qui intervient comme certificateur, proposé selon les accords, ne prennent pas en compte le manque de professionnalisme de la CEI et le manque de professionnalisme du Conseil constitutionnel. Et à eux, valide les résultats des élections pour le président Alassane Ouattara. Donc, selon moi, les responsables de la crise 2010, ce n'est pas seulement le président Laurent Gbagbo. Il faut tourner le doigt ou tourner le regard vers tous ces acteurs-là qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos. Parce que lorsque on vous conduit ou on vous positionne en tant que régulateur dans une élection, il est important de prendre les choses en main et avec sérieux, parce que c'est la vie des populations qui en dépendaient. Et aujourd'hui, nous avons eu 3000 morts. Et c'est malheureux que ce soit le président Laurent Gbagbo qui s'est retrouvé à la haie. Normalement, tout le groupement du RHDP qui ont validé les résultats de la CEI, qui ont aussi validé les résultats de l'ONU, devaient répondre de leurs actes. Ils devaient répondre de leurs actes vis-à-vis de ces 3000 morts. Je préfère m'arrêter là pour l'instant. Merci. Alors, M. Baudouin, je vais vous passer la parole. Du coup, il faudrait, comme j'ai pu vous dire dans la chronologie, et que M. Kevin vient de rappeler, on parlait de texte, on parle de respect de texte. Est-ce que finalement, donc ma question c'était, est-ce que les conditions étaient réunies pour partir à l'élection de 2010? Les accords de Ouagadougou, toutes les décisions qui étaient sanctionnées qui ont sanctionné les accords, ont-ils été respectés avant les élections de 2010? Écoutez, vous n'allez pas encore nous dire que pour signer l'accord politique de Ouagadougou, le président Laurent Gbagbo avait été encore contraint. Non. Au sortir de l'APO, l'accord de Ouagadougou, il y a eu l'uniformisation des deux bandes armées, c'est-à-dire celle qui se disait loyaliste et l'autre qui se disait rebelle. Cela a été fait. Il y a eu un commandement intégré qui réunissait les deux forces pour conduire aux élections de 2010. Il y a eu la nomination d'un premier ministre qui était en la personne de M. Guillaume Soro, qui était le premier ministre consensuel.
et qui encadrait les élections de 2010. Le même accord de Ouagadougou autorisait l'ONU de certifier les élections de 2010. Et il y a eu d'abord toutes ces conditions-là avant d'aller aux élections. Mais le premier tour s'est passé sans embâche, sans discuter. Au second tour des élections, lorsque la proclamation des résultats, avec tout l'armement du pouvoir Gbagbo au sein de la RTI, on empêchait la CEI de travailler convenablement. On a vu ici sur les écrans M. Damana Picasse aller arracher les fiches de la proclamation des résultats. Alors, avec ça, déjà, c'était le chambard. Lorsqu'on passe les 3 jours, c'est effectivement parce que la CEI n'a pas pu effectuer son travail. Mais avec ça, on vous rappelle que la CEI avait transmis les fiches ou bien les dossiers relatifs donc au vote au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel proclame les résultats en annulant 7 départements du Nord. Or, nous savons très bien que les 7 départements du Nord sont acquis à la cause du candidat Alassane Ouattara. Même dans l'imagination, lorsqu'on reconsidère le premier tour des élections, on constate que le président Alassane Ouattara gagne les élections dans ces 7 départements. Pour preuve, mais en annulant ces 7 départements, le président Laurent Gbagbo, le candidat Laurent Gbagbo s'est retrouvé avec 51%. Alors qu'au premier tour, le candidat Alassane Ouattara était premier et le candidat Bédié était deuxième au Nord. Les deux ont fini par faire une alliance au second tour. Et en annulant ces 7 départements, une annulation contraire au code électoral de l'an 2000 qui encadrait les élections de 2010, il fallait, quand on constate des irrégularités au scrutin, annuler le scrutin. On n'annule pas une partie du scrutin national. C'est ce que le Conseil constitutionnel a fait. Et cela était inacceptable. Mais l'ONU, qui a eu en possession, qui a été un observateur, l'ONU s'est constituée d'abord en observateur, mais aussi en facilitateur et en certificateur. Elle a observé que, effectivement, sur la base des dossiers relatifs au vote que la CEI avait remis au Conseil constitutionnel et que la même CEI a remis donc, à l'ONU, elle a effectivement vu que cette élection-là, le candidat Alassane Ouattara la remportait sans coup férir. Donc, c'est ce qu'il fallait accepter. Si la Suisse s'est retrouvée à l'hôtel de golf, c'est parce qu'on ne pouvait pas le faire à la RDI. Mais soyons sérieux. Lorsque on dit qu'on est démocrate, alors que nous savons que l'ONU est une organisation internationale à laquelle adhère la constitution ivoirienne et qui, dans la pyramide donc, des normes ou bien dans le parallélisme donc, des institutions, est plus supérieure aux institutions nationales, il fallait reconnaître que l'ONU avait certifié les élections et que le Conseil constitutionnel ne pouvait absolument pas aussi donc, proclamer ces résultats-là. C'est ce qu'il fallait accepter. Donc vous voyez qu'on allait à cette guerre parce que le candidat Gbagbo refusait de reconnaître la victoire du candidat Alassane Ouattara. Et c'est bien dommage. Et c'est ainsi qu'il faut écrire l'histoire. Il ne faudrait pas rentrer dans des discours creux, dans du verbiage, pour faire croire que ça a été une élection trichée. Et cela n'est pas juste. Il y a une élection qui a été contredite par le pouvoir Gbagbo parce qu'il refusait effectivement de quitter le pouvoir. C'est très simple et c'est très clair. Je vous remercie. Et nous vous avons bien compris. Alors, Lucas, je vous laisse le soin de rebondir sur ce qui a été dit. Ok, alors merci. Ce que j'aimerais dire, c'est que d'accord, cette élection de 2010, comme je l'ai répété tout à l'heure, n'aurait jamais dû avoir lieu. Pourquoi? Parce que les conditions n'étaient pas réunies. Et ça, on le voit après les élections.
Il était dit dans tous les accords, que la rébellion, les rebelles étaient censés désarmer. Ok. Et là, on s'est rendu compte après coup qu'il n'y a jamais eu de désarmement. Les gens qui étaient au nord n'ont jamais déposé les armes. Ils n'ont jamais déposé les armes. Et on sait tous à quel point ils étaient à la cause du président Alassane Ouattara. Le président Gbagbo a eu tort d'aller à ces élections. Mais là, on ne va pas répéter l'histoire. Maintenant, après, je pense qu'il y a des preuves qui abondent. Il y a des gens qui étaient au nord du pays, des représentants du candidat Gbagbo qui ont été molestés. Il y a des gens qui ont été blessés, qui ont été virés des bureaux de vote. Et il y a des preuves qui abondent dans ce sens. Voilà, il y a des gens qui ont été... Les bureaux de vote ont été cassés, pillés. Et tout ça, on l'a vu à la télé, on a vu des gens qui ont été blessés. Voilà. Et là, il parle de l'ONU. Ce n'est pas l'ONU qui donne les résultats en Côte d'Ivoire. L'ONU n'est pas là, ce n'est pas son rôle. Le rôle dans la Constitution, lui-même, il a dit les juristes de formation. Il sait, dans la Constitution, il est clair et net, c'est le Conseil constitutionnel qui donne les résultats définitifs. Voilà, on peut ne pas être d'accord avec la décision qu'ils ont prise, que le Conseil constitutionnel a pris, mais il faut lui reconnaître au moins son droit. C'est le Conseil constitutionnel qui donne des résultats définitifs. Mais avant ça, d'abord, il y a la CEI. La CEI donne des résultats provisoires. Et on a vu ici à la télévision le président de la CEI disait devant tout le monde ici qu'il n'est pas encore minuit, que les résultats allaient venir nécessairement sous peu. Et les résultats ne sont pas vus. La CEI était forclose. La CEI ne pouvait plus donner de résultats. Et du moment qu'elle ne pouvait plus donner de résultats, elle a transmis tous les dossiers au Conseil constitutionnel. Donc, c'est-à-dire que la CEI s'est déchargée même du résultat de ces élections. Et après, on voit le président de la CEI, d'abord, pour donner des résultats, c'est le président et tous les membres du bureau qui se réunissent au siège de la CEI. Et pour donner les résultats de la CEI, qu'est-ce qu'on a vu? On voit deux caméras étrangères dans un hôtel avec le président de la CEI qui déclare des résultats dont on sait d'où il tire ses sources. Il a déclaré des résultats devant des chaînes étrangères et on doit préférer ces résultats-là aux résultats du Conseil constitutionnel. On peut ne pas être d'accord avec ce que le Conseil constitutionnel a fait. OK. Mais il faut reconnaître que dès le départ, tout était biaisé dans cette élection. On ne peut pas donner de résultats d'élection dans le jeu de campagne d'un adversaire. Ça, c'est impossible à faire. C'est impossible. Voilà. Et je pense que Baudouin doit avoir le courage de reconnaître que l'ONU n'était pas neutre dans cette histoire. L'ONU avait déjà choisi son camp. L'ONU s'est battue tout le long de la crise avec la rébellion. L'ONU a prêté ses chars pour bombarder la région du président Laurent Gbagbo. L'ONU n'était pas une force impartiale. Voilà, ça, il faut le dire. Ça aussi, il faut avoir le courage de l'admettre. Donc, ces élections-là, c'était pour moi un guet-apens. Du moment que le président Laurent Gbagbo a décidé d'aller à ces élections-là, il venait de signer son arrêt de mort parce que tout était déjà mis en place pour que cela arrive. Voilà. Il a eu tort d'aller à ces élections dans ces conditions où des gens étaient armés. Et il ne peut pas mettre le contraire. La preuve en est qu'après le résultat des élections, on a vu les gens, les rebelles qui étaient censés désarmer, avoir des armes, alors que la Côte d'Ivoire elle-même était censée être sous embargo, où ils ont eu toutes les armes. Soit ils n'ont jamais désarmé, soit ils se sont armés pendant la crise post-électorale. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était prémédité. Donc, cette élection-là, moi, dans tous les cas de figure, c'est une élection qui était biaisée. Et je pense qu'il ne faudrait pas faire preuve de mauvaise foi ici, dire c'est Gbagbo qui a gagné, c'est Abou qui a gagné. Personne ne sait ici qui a gagné. Moi, je ne peux pas vous dire qui a gagné parce que ces élections-là c'était des élections pourries dans tous les sens du thème. Toutes les étapes de validation de scrutin n'ont pas été respectées, ni par la CEI, ni par le Conseil constitutionnel. Voilà. Mais le président Gbagbo, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé un récomptage des voix. Il a demandé à ce que tout le monde vienne et récompte les voix ensemble pour trouver une solution, pour éviter que la guerre prenne de l'ampleur. Mais ça, certaines personnes ont refusé. Ils ont refusé. On a préféré la guerre au récomptage des voix. Le récomptage des voix a eu lieu dans certains pays ici. Ça n'a jamais fait de mort, ça n'a jamais fait de mal. Mais les gens ont refusé le récomptage des voix parce que le plan était déjà prémédité. C'était d'enlever le président Laurent Gbagbo du pouvoir. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Voilà. Merci bien. Alors, je passe la parole à Régis. Ok.
lorsque, excusez-moi, j'ai l'impression que certaines personnes, c'est-à-dire comme Baudouin, lorsqu'il parle anglais, il n'était pas au pays ici. Parce qu'il y a l'impression qu'il fait prêt. En 2010, lorsque le président Laurent Gbagbo fait les élections, tous ceux qui étaient contre lui savaient déjà qu'il allait perdre. Lorsqu'il a accepté de faire ces élections, moi, j'étais bien juste en ce moment. Je dis, mais là, il s'est tué. Parce que tu as la communauté internationale contre toi, et puis c'est eux encore qui vont certifier ton élection, et puis tu veux gagner. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. Ton pays est divisé en deux. Puis tu fais les élections, tu ne peux pas gagner. Lorsque on dit l'ONU va suivre le nom du pays avec certains militaires ivoiriens, mais quel militaire va quitter Abidjan ici pour aller suivre les unes, comment dirais-je, au nord là-bas? Parlons du terre à terre. Quel militaire ivoirien va quitter Abidjan ici pour aller suivre les élections au nord? Sachant très bien qu'ils ne sont pas désarmés. Lorsqu'on dit que cette localité était annulée, tout et tout, c'est parce qu'il y a des partisans là-bas qui ont été molestés. C'est même passé à la télévision. Ne faisons pas semblant de faire comme si nous ne savons pas ce qui s'est passé, ce qui s'est réellement passé. Lorsque le président Laurent Gbagbo est parti aux élections en 2010, c'était sa plus grande erreur. Parce qu'il n'a pas pu d'abord gérer le problème du désarmement et du temps aux élections. C'est-à-dire, lui, quand on traite de boulanger, était pris lui-même comme du pain. Ils l'ont blagué. Ils l'ont fait savoir que non, on va certifier tout. Et en bas, tout le monde le poussait à aller aux élections. Aujourd'hui, il est parti aux élections en 2010. Lors des élections de 2010, après la proclamation des résultats au premier tour, déjà, quand le président même Bédié était retiré, ça a créé d'abord du grabuge. Si vous vous souvenez. Et le PDCI aussi dit qu'eux, ils sont quand même dans le game. C'est-à-dire, entre Alassane Ouattara et Gbagbo, elle doit sauter que petit pour se prisonnier. Parce que en Côte d'Ivoire, si on va aller dans les normes, si aujourd'hui on se met en rang pour voter, le PDCI ne peut pas perdre une élection. C'est les plus nombreux. Les baoulés. Donc, lorsque le président Bédié est retiré, et le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo seront aux élections, au deuxième tour, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire savent que ça va se gâter. C'était inévitable. C'est-à-dire c'est deux sangs chauds qui se croisent, personne ne va laisser son ami. Donc là, il faut la communauté internationale pour venir régler. Mais la communauté internationale, déjà, comme nous le savons, on peut dire qu'il y a un parti pris. Lorsque le président de la, comment dirais-je, M. Youssou Bakayoko s'en va programmer les résultats de l'élection présidentielle chez le candidat adverse, et puis cette élection est approuvée par la communauté internationale, mais soyons sérieux. De vous à moi. Si ce n'est pas pour dire que c'est déjà biaisé, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc pour revenir à ta question, j'aimerais te dire qu'en 10 ans, le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas organiser des élections. Parce que le pays n'était pas encore prêt à organiser des élections. Parce qu'il y avait encore des gens qui étaient armés. Quand il y a une bonne armée dans un pays, tu peux organiser des élections, puisque l'autre côté du pays, qui va aller les surveiller? Ils l'ont su le rouler, ils ont organisé les élections, ils ont mis la pression sur lui, ils l'ont fait sauter. La preuve, regardez comment il saute. Regardez comment il saute. Du 11 avril. Ok. Donc, ça marche. Nous vous avons bien compris. Donc, dans la chronologie, nous allons passer, puisque nous allons un peu vers la fin de ce débat, nous allons passer à l'après 2010. Donc, Laurent Gbagbo, selon l'un ou l'autre des partis, ça dépend d'où on se place, a gagné ou a perdu les élections. Laurent Gbagbo est déféré à la CPI. La CPI conclut qu'il y a eu des exactions dans les deux camps. Aujourd'hui, il y a M. Laurent Gbagbo qui est parti à la CPI et finalement qui a été acquitté. Aujourd'hui, n'avons pas nous un sentiment d'impunité finalement par rapport à cette décision-là? Je laisse la parole à M. Kevin. C'est moi qui ai la parole? Oui.
Tout à l'heure, comme je l'ai dit, j'ai eu à répondre rapidement sur ce point-là. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'impunité, hein, parce que lorsqu'on parle de justice, c'est en quelque sorte l'équité. C'est pour permettre à tout un chacun, hein, tous ceux qui se sont sentis mal dans leur chair, de pouvoir avoir satisfaction. Et quand la justice se tourne vers un seul camp, je crains fort que dès le démarrage même, il n'y a pas d'ajustement. Donc l'injustice même est partie depuis la base avec le procureur Bensouda, qui a passé 10 ans à se concentrer que sur un seul camp, notamment le camp du président Laurent Gbagbo. Donc pour moi, il y a eu des actions qui se sont passées, il y a eu des exactions qui se sont déroulées, mais lorsqu'on fait la guerre, on ne tire pas d'un côté et on ne va pas se repositionner de l'autre côté pour tirer une autre balle. C'est deux personnes qui font la guerre. Et pour moi, s'il devait avoir justice, la justice devait être appliquée tant dans le camp du président Laurent Gbagbo et aussi dans le camp du président Alassane Ouattara. Et si cela n'a pas été fait, c'est que dès le démarrage, il y a eu injustice. Et si le président Laurent Gbagbo est sorti, je considère ça comme une victoire, comme une fierté pour les Ivoiriens. Parce que on ne peut se réjouir de voir une personne qui s'est battue contre une autre personne être seule derrière les barreaux, tandis que ces derniers-là vaquent à leurs occupations et continuent d'occuper certains postes. Pour moi, c'est infaisable. Voilà un peu ma position sur la CPI. Merci bien. Monsieur Baudouin, sentiment d'impunité ou pas? Merci. Tout d'abord, je voudrais dire à Régis Glad que quand il parle du président Laurent Gbagbo, il doit le faire avec du respect. Il disait tout à l'heure, on l'a blagué, on l'a blagué, on l'a blagué. Comme un petit garçon, je ne comprends pas, il faut respecter le président Laurent Gbagbo. Il est responsable des actes en tant que chef d'État quand il dirigeait le pays. Mais voilà aujourd'hui, acquittement par la CPI. Je disais d'entrée de jeu que Jean-Pierre Bemba, en RDC, a été acquitté par la CPI alors qu'il avait conduit, tout le monde le sait, une bande armée. Pouvons-nous dire que Jean-Pierre Bemba n'a versé nulle goutte de sang? On peut s'interroger. Donc ici, dans le cadre de la justice, on peut être acquitté parce que le juge n'a pas pu établir les faits qui sont liés au coupable. Est-ce qu'on se comprend? Mais ceux qui disent que justice d'un seul camp et que les autres ne sont pas pris en compte, mais la CPI a bien dit qu'elle va continuer son travail. Mais en ce qui concerne la justice nationale, il va falloir qu'on se le dise. Dans l'histoire, les vainqueurs ont toujours jugé les vaincus. L'histoire de l'après-guerre, des deux guerres, de l'après-guerre mondiale, nous le dit. Donc je pense que la CPI peut continuer de faire son travail. L'acquittement, pour moi, si ça peut aider à réconcilier le pays, tant mieux. Son retour est attendu. Je voudrais par là dire qu'il faut carrément désarmer les cœurs. Il faut avoir un discours de réconciliation et d'apaisement. Parce que souvent, quand tu regardes ces partisans, on a l'impression que le retour de Laurent Gbagbo serait un retour au pouvoir. On a l'impression. Donc nous attendons et nous estimons que son retour peut contribuer à la réconciliation. Sinon, on pourra voir ce qui va se passer. Alors, voyez-vous, on n'est pas en guerre et parce qu'il y a un homme qui est au pouvoir, qui dirige le pays, qui sécurise les Ivoiriens contre toutes les vérités ou tous les projets de déstabilisation, de subversion que nous connaissons. Depuis son accession au pouvoir, on pourra dire pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée, pourquoi des exilés sont restés hors du pays, pourquoi des personnes sont en prison, alors qu'ils ont passé tout le temps à attaquer le pays, à avoir des projets subversifs et contre le pouvoir donc, du pouvoir d'Abidjan.
c'est parce qu'effectivement, il y a eu un pouvoir sérieux, pas un pouvoir de danseur de bébé, pas un pouvoir donc d'amuseur de galerie, il y a un pouvoir d'homme sérieux qui dirige le pays et qui sécurise les Ivoiriens. Et dans ce même cadre, nous pouvons continuer de stabiliser le pays. Et nous pensons que ce retour peut être contributif et que ce retour-là ne soit pas un moment de réveiller les vieux démons de la violence et de la haine dans notre pays. J'en demeure là. Merci, M. Baudouin. Je vais passer la parole à M. Lucas et à Régis pour terminer, parce que nous manquons de temps, malheureusement. Le débat est très houleux et je sais qu'il déchaîne les passions, mais on n'aura pas assez de temps pour pouvoir le continuer. Je demanderai aux internautes de pouvoir continuer les débats chez eux. Mais je laisse la parole à Lucas, puis Régis pour pouvoir réagir sur la question et en même temps votre mot de fin. Ok. Donc, ce que moi j'aimerais dire, c'est que l'après-guerre, c'est-à-dire après l'arrestation du président Gbagbo et le procès à la CPI, on a vu beaucoup de choses. Parce que je pense que dans l'opposition ou dans le parti de ceux qui étaient contre Laurent Gbagbo, il y a eu beaucoup de choses dites. Ils ont raconté beaucoup de trucs, ils ont dit beaucoup de choses, ils ont énuméré beaucoup de faits. Mais quand il est arrivé au moment de montrer, de prouver les faits ils étaient incapables de les étayer. Quand le moment est arrivé de montrer les éléments sur lesquels ils s'appuyaient pour dire que Laurent Gbagbo était un criminel, ils n'ont pas été capables de le faire. M. Baudouin ici n'a pas le courage de reconnaître que le président Gbagbo est acquitté parce que toutes les charges qui ont été retenues contre lui ont été rejetées pour la simple et unique raison que le procureur a apporté des preuves qui ne sont même pas, comme lui-même l'a dit, des preuves d'une extrême faiblesse. C'était tellement faible qu'on ne pouvait même pas le prendre en compte. Il faut noter aussi que les témoins du candidat Gbagbo n'ont même pas eu à passer à la CPI parce que avec seulement les témoins que le procureur avait appelés, le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Ça montre à quel point les gens sont beaucoup en train de raconter des choses. Ils sont beaucoup. Par exemple, Godot a dit tout à l'heure que le président Gbagbo a tué Guéhi, a fait ceci, cela. Mais quand il arrive au moment de prouver, il n'y a jamais de preuve. Parce qu'en l'an 2000, par exemple, il y a une rébellion qui est arrivée. Les gens attaquent. Ils ont tué Bougadougou. Ils ont tué plein de gens. Qui les a tués? C'est Gbagbo aussi qui les a tués. Pourquoi ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont commis des crimes ce même 19 septembre-là qui ont tué les gens? Donc voilà, tout ça pour dire que le procès nous a appris beaucoup de choses. Ça nous a montré à quel point le président Gbagbo était dans un tourbillon où les gens ne faisaient que proférer des mensonges. Et quand il arrivait, quand on a fait le procès, on est arrivé là, on a dit, bon, emmenez vos preuves. Venez, parlez-vous, RDR. Venez vous exprimer. Venez prouver tout ce que vous avez dit pendant des années. L'ONU qui a accusé le président Gbagbo de crime. Toutes ces institutions internationales, ces ONG, on les a vus passer devant le procureur, on les a vus passer à la TP, ils étaient incapables, incapables de tailler ces arguments. On voyait que c'était des ramassis des gens qui étaient dans les cafés noirs, des causeries comme ça, et les gens prenaient ça pour des faits. Et c'est ça le problème en fait. Le problème c'est ça, c'est de venir mentir, de venir raconter des trucs et être incapable de prouver. Donc, M. Baudouin doit avoir le courage, au moins, de reconnaître que non seulement il y a une justice à toute vitesse, mais il doit avoir aussi le courage de reconnaître que le président Gbagbo a été acté. Pas parce qu'ils n'ont pas pu prouver sa culpabilité, mais parce que rien, les preuves qui le condamnaient étaient très, d'une extrême faiblesse, étaient faibles. C'est pour ça qu'il était acté. Et ça, il doit pouvoir le reconnaître. OK. Maintenant, après, on parle de discours de paix des... En 15 secondes, s'il vous plaît. Okay. Écoutez, les exilés ne sont pas là pour caresser dans le poil le président. Pas parce qu'ils sont exilés qu'ils vont venir caresser les couilles de je ne sais qui. On est ici dans un état où chacun a le droit d'exprimer ses opinions. On ne demande pas à ce que les exilés viennent vous caresser dans le sens du poil. Ils jouent leur rôle, c'est-à-dire le contre-pouvoir, c'est-à-dire venir remettre en cause toutes les choses que le gouvernement ne fait pas. Donc c'est leur rôle en tant qu'exilés. Il ne faut pas penser parce qu'ils sont exilés, ils vont venir faire la courbette. Non, je suis désolé. Les exilés ont le droit d'avoir le discours qui leur semble correct. Parce que les discours guerriers, on a vu dans ce pays ici, tout le monde faire des discours guerriers. Voilà. Et pour finir, vous avez dit qu'on assiste ici à une justice des vainqueurs. Il y a des gens ici qui ont été suspectés de crimes graves. Et on l'a vu ici, ils ont eu des promotions, ils ont eu des postes. Comme si on les...
comme si on les félicitait de tous les crimes qu'ils avaient faits. Et c'est à ça qu'on a assisté. On assiste toujours à ça, à une justice des vainqueurs. 800 personnes sont mortes. Aujourd'hui, on n'a rien. On a eu un procès fictif d'Amadou Rémy, mais on sait que tout ça, c'est de la poudre de Père les Pépins. Donc voilà, pour être honnête, ici en Côte d'Ivoire, les bases de la réconciliation n'ont pas été posées. Les bases de la réconciliation sont biaisées et je pense qu'il faut se remettre en cause et repartir de l'avant. Merci bien, Lucas. On va terminer par Régis et rendre l'antenne. Alors, Régis, on vous laisse terminer finalement. Il n'y a pas de mot de fin. Monsieur Baudouin, nous avons il n'y a pas de mot de fin. Voilà, nous manquons de temps, je suis désolé. Nous allons essayer de regarder si on peut faire 30 secondes de mots de fin, mais on laisse Régis, ça dépendra de monsieur Régis. Okay. J'aurais aimé répondre à Baudouin lorsqu'il a parlé de blaguer, mais comme on est pris par le temps, je passe à autre chose. L'après-guerre aujourd'hui nous a appris beaucoup de choses. Tous les acteurs politiques de 2010, lorsqu'on regarde la chronologie des choses, on sait où ils sont aujourd'hui. L'après-guerre nous a montré le visage de chacun des acteurs politiques de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est acquitté de toutes les charges. Il doit rentrer chez lui. D'abord, il faut aussi souligner un truc. Lorsque le président Laurent Gbagbo est acquitté, c'est les gens comme ça à jaser. Et non, comment dirais-je, il ne devait pas être acquitté, il a commis des crimes de guerre, oui. Mais les Blancs ont certifié qu'il n'y a pas eu de crimes de guerre. Aujourd'hui, le monsieur est rentré chez lui. En dernier point, j'aimerais aussi remercier le président de la République. Ce grand pas. C'est-à-dire, s'il ne voulait pas que le président Gbagbo rentre, il n'allait pas rentrer. Mais c'est vraiment un pas vers la réconciliation qu'il fait en ce moment, en acceptant que les exilés rentrent. Actuellement aussi, ils sont préparés la venue du président Laurent Gbagbo. J'aimerais que cette venue-là soit vraiment un signe de réconciliation pour la Côte d'Ivoire. À travers cette venue-là, les Ivoiriens soient ensemble, que tu sois du Blanc, que tu sois Baoulé, que tu sois Guéry, il faut qu'on laisse tomber tout ce qui s'est réellement passé depuis 2002 et qu'on puisse rebondir sur de nouvelles bases, tout et tout. Bon, c'est un moment du fait. Merci beaucoup. Kevin et Baudouin, vu que les mots de fin ont été donnés par Lucas et Régis, je vais vous laisser vraiment, et je vous demande, s'il vous plaît, de prendre 20 secondes pour pouvoir clôturer le débat. Kevin. Je vais donner la parole à Baudouin, comme ça, nous allons structurer, pour ne pas qu'il puisse déborder et rentrer dans les réponses. Donc, je laisse la parole. Après de commencer, après on a remis la parole. Ok, ce que j'aimerais dire, c'est d'abord merci pour l'émission en place au débat. Ça donne l'occasion à tous les jeunes de pouvoir s'exprimer sur tout ce qui est comme sujet d'actualité, sujet politique, et revenir au point essentiel, au point majeur, qui est la réconciliation. Mais une réconciliation vraie. Parce que sans l'unification, la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. Sans réconciliation vraie, la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. Sans désarmement des cœurs, la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. Le président Laurent Gbagbo aujourd'hui a été acquitté. Il rentrera au pays par la grâce de Dieu. Les exilés ont commencé à rentrer au pays. Moi, je pense que c'est le moment de travailler sur un nouveau chantier. Un chantier de paix. Il faut préparer l'avenir de la Côte d'Ivoire parce que sans être unis, les États-Unis n'allaient pas pouvoir faire ce qu'ils ont eu à faire aujourd'hui. Sans être ensemble, la Chine n'allait pas pouvoir développer ce qu'ils sont en train de développer aujourd'hui. Sans unification, l'Europe même n'allait pas pouvoir montrer ces grandes choses qui sont en train de nous démontrer aujourd'hui. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et l'Afrique ont besoin de se mettre main dans la main. Non pas de se laisser distraire et diviser par nos hommes politiques qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Il faut commencer à se mettre ensemble et penser à l'intérêt de la nation afin de pouvoir avancer ensemble. Parce que, étant divisé, la Côte d'Ivoire ne peut évoluer. Merci à Place au débat. Merci aux modérateurs. C'était mon mot de fin. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci bien, M. Mia. M. Baudouin. Écoutez, je voudrais remercier la plateforme Place au débat pour l'opportunité qu'elle nous a offerte. Remercier tous les participants, les amis
jeunes militants, jeunes politiques dans leurs bords respectifs. Et je voudrais conclure que nous arriverons à construire une nation véritable quand il y aura dans ce pays des personnes qui ne se croiront plus ivoiriennes que les autres. Quand il y aura dans ce pays des gens qui ne vont pas penser qu'ils ont toujours raison, qui n'ont jamais rien fait dans ce pays. Tout au long de ce débat, on a montré effectivement les différentes facettes du président Laurent Gbagbo, qui ne sont pas celles des saints. On pourra construire une nation lorsque dans ce pays, il n'y aura pas des gens qui ne diront pas qu'ils sont plus intelligents que les autres, qu'ils sont plus blancs que les autres. Il faut situer nos responsabilités et dire qu'en respectant nos différences, nous pouvons réussir à construire une nouvelle Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlons de réconciliation nationale, qu'elle soit juste et bonne, qu'elle soit une réalité, nous le souhaitons et nous pouvons dire qu'il y a mieux à espérer dans ce pays. Merci à tous et merci à tous ceux qui nous ont suivis. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup et c'est à nous maintenant de vous remercier pour votre participation à cette quatrième édition de Place au débat. Je le rappelle, Place au débat est une plateforme qui donne la parole à la jeunesse. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer à des débats. Ensemble, nous nous éduquons. Le mot d'ordre, c'est éduquons-nous ensemble, parce que c'est ça que nous devons retenir d'un débat. Repartir de ce débat-là en ayant appris quelque chose. Merci à tous les intervenants et merci à tous les internautes et à très prochainement sur la plateforme Place au débat. Merci à tous.